Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Voici les titres. C'est un renfort de poids pour La République En Marche aux européennes. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de droite, soutiendra la liste de la majorité présidentielle en mai prochain. Un soutien qui arrive le jour de la publication d'une tribune du chef de l'État qui présente son projet pour l'Europe. Un soutien qui divise un peu plus les rangs de la droite. C'est une alliance inédite d'associations et de syndicats pour un nouveau pacte écologique et solidaire, porté notamment par Nicolas Hulot et le patron de la CFDT Laurent Berger. Cette plateforme demande des actes et émet 66 propositions qui vont de la transition écologique au service public en passant par l'éducation. On en débattra dans cette édition. Et comment lutter contre l'habitat insalubre, notamment après le drame de Marseille en novembre dernier. Une proposition de loi est débattue aujourd'hui au Sénat pour tenter d'éradiquer ce fléau qui toucherait 450 000 logements en France. Et tout au long de cette émission, vous pouvez réagir avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, Alexandre Poussard est dans l'hémicycle et Tam Tranui en salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et avant de développer ces titres, une information, un détenu radicalisé a poignardé ce matin 2 surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. L'individu est toujours retranché sur place en compagnie de son épouse. Le pronostic vital d'un des 2 gardiens est engagé. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dénonce un acte terroriste. On l'écoute. L'attaque des 2 surveillants par un détenu à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, c'est évidemment un acte extrêmement grave. Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute et donc la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Le procureur de Paris, Rémi Hetz, s'apprête à arriver à la prison de Condé-sur-Sarthe. Et pour développer cette information, on rejoint Tam Tranui en salle des conférences. Tam, vous êtes avec Nathalie Goulet, sénatrice centriste du département de l'Orne où s'est déroulé cet acte, Tam. Oui, effectivement, Nathalie Goulet, votre réaction à ce qui est en train de se passer dans la prison de Condé-sur-Sarthe alors que la garde des Sceaux a déclaré que le caractère terroriste de l'attaque ne fait aucun doute. Oui, c'est une évidence. Écoutez, c'est d'abord de la colère. Il y a à peu près un an, les personnels pénitentiaires étaient en grève pour demander de meilleures conditions de travail et de sécurité et de formation, précisément dans le type d'établissement de celui de Condé, où sont des détenus extrêmement dangereux. Vous vous étiez rendu sur place d'ailleurs Bien à cette sûr, époque. C'est normal. C'est en plus une prison de mon département sur un sujet que je connais un peu. Et vous savez, il y a encore pas longtemps, le directeur de la prison nous expliquait la créativité des détenus pour créer des armes par destination avec une brosse à dents, un bout de bois, de l'huile chaude, etc. Bon, donc je suis plutôt en colère. Vous aviez à l'époque identifié de très nombreux problèmes alors Oui. que pourtant cette prison est l'une des plus sécurisées de France. Elle est plus sécurisée, le personnel n'est pas assez formé, les détenus sont extrêmement dangereux. Et donc on arrive au phénomène d'aujourd'hui et c'est absolument pas surprenant. Et donc c'est plutôt de la colère et évidemment du soutien au personnel pénitentiaire qui font un très bon travail. Effectivement, puisque les agressions sont légion d'ailleurs dans cette prison, c'est qu'il y en a eu de très nombreuses. Oui. Mais là, la grève suffira pas et les promesses suffiront pas. Il va falloir trouver autre chose. Je rappelle également, Nathalie Goulet, que vous avez bien sûr parlé sur la question de la radicalisation. C'est un détenu qui s'est radicalisé en prison. Vous qui aviez beaucoup travaillé sur ce sujet, ce n'est pas pour vous une surprise ? Non, mais de toute façon, la déradicalisation, entre guillemets, c'est un fiasco complet. Ça, tout le monde le sait. En plus, cette personne est convertie, il s'est radicalisé, il a été incarcéré, il a été condamné à 28 ans de prison, si j'ai bien lu, pour avoir attaqué des gens en mimant l'attaque du Bataclan. Donc le Bataclan demeure un exemple, ce qui est quand même assez pathétique, lamentable et inquiétant. Voilà. Et une année supplémentaire. Plus une année supplémentaire. Voilà. Donc vous voyez, on n'y est pas du tout. Le compte n'y est pas. Et puis tout le système de prévention en prison n'est pas non plus en place. Vous savez que la radicalisation en prison a bien préexisté à Daesh, puisque Farhad Koskakovar notamment avait tiré la sonnette d'alarme il y a plus de 20 ans et que rien n'est fait. Donc là, je crois qu'il faut vraiment maintenant s'arrêter. Et puis, vous savez, ce sujet percute un sujet d'actualité qui est le retour des revenants. Ben oui, enfin, ce que Mathieu Delahousse appelle les encombrants.
Et je trouve que c'est un assez joli nom. Parce s'ils sont jugés en France et qu'ils sont incarcérés en France, vous voyez bien qu'ils vont encore ajouter de la perturbation à un système qui est déjà très instable et qui est assez... C'est pour ça que moi je suis très opposée à leur retour, précisément. Quelle solution donc pour ces revenants pour vous, Nathalie Goulet, si notre système pénitentiaire n'est pas prêt? Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ces gens-là vont apparaître comme des héros de leur division. Ils vont provoquer une surenchère, un concours l'épine de radicalisation entre les détenus qui sont déjà là et ceux qui arrivent, parce qu'ils ne voudront pas avoir l'air moins courageux, moins radicalisés que ceux qui arrivent de Syrie ou d'Irak. Donc on n'est pas du tout en mesure de les accueillir. Donc il faut trouver une justice transitionnelle. Les faire juger en Irak, c'est le lieu de leur crime. Ce sera très bien pour leurs victimes de voir leurs bourreaux. Moi je trouve qu'ils peuvent très bien être jugés en Syrie pour l'instant. Je suis extrêmement hostile à l'idée que les adultes reviennent en France. Un mot pour conclure. Qu'appelez-vous peut-être comme moyen supplémentaire pour la prison de Condé-sur-Sarthe? Plus de détenus, plus de surveillants et surtout des surveillants mieux formés. Et puis peut-être revenir un peu sur la réglementation européenne en matière de fouilles. Vous savez que cette année, du moins en 2017, on a récupéré plus de 90 000 objets en faisant des fouilles dans les prisons de France. C'est absolument énorme. Et encore une fois, il y a une créativité dans la dangerosité et dans l'agressivité de ces détenus. Et il faut absolument protéger le personnel pénitentiaire et mieux le former. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam Tranui. Il a été Premier ministre de Jacques Chirac et cofondateur de l'UMP. Jean-Pierre Raffarin soutiendra pourtant la liste de La République En Marche aux élections européennes de mai prochain. Un choix qui divise un peu plus la droite, comme a pu le constater pour nous Jordan Klein. J'adhère au constat, à la vision et au projet. Ce sont les mots employés par Jean-Pierre Raffarin pour annoncer son soutien à la liste La République En Marche aux européennes. Alors ce matin au Sénat, c'est la déception chez les Républicains, sa famille politique. Le rassemblement en politique, c'est une évidence. Parce que la politique, c'est une addition et non pas des soustractions. Et qu'aujourd'hui, la France est désunie et que tout ce qui peut permettre de rassembler est quelque chose de positif. Jean-Pierre Raffarin s'est retiré de la vie politique il y a 20 mois. Donc au Sénat, ce soutien est vu comme un non-événement. C'est pas la même chose que quelqu'un qui est réellement dans la vie publique, qui a réellement des fonctions, qui a réellement un poids encore jour à jour sur l'opinion et qui nous dirait non, je suis plus d'accord sur rien. Après, qu'est-ce que vous voulez faire? On refait pas le monde. La vie continue pour tout le monde. Un ralliement qui n'est pas une surprise. Tout comme son ami politique Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin est loin des idées soutenues par Laurent Wauquiez ou François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux européennes. Malgré tout, les sénateurs regrettent cette décision. Écoutez, j'aurais préféré qu'il n'en soit pas ainsi. Voilà, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'affection pour Jean-Pierre Raffarin. Bon, il fait un choix, c'est son choix, ça ne sera pas le mien. Je peux le déplorer, mais c'est sa liberté. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il reste parmi nous au sein du mouvement et qu'il nous fasse profiter de son talent, en tous les cas. De ce point de vue-là, pour moi, c'est un regret de ce point de vue-là. Après le ralliement de Jean-Pierre Raffarin au projet du président de la République, c'est le porte-parole du gouvernement qui a salué le geste. C'est un homme de bon sens, a-t-il affirmé. Et nous rejoignons Tam Tranui en salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes avec Fabienne Keller, sénatrice rattachée au groupe Les Républicains du Sénat. Oui, Fabienne Keller, votre réaction à cette nouvelle prise de distance de Jean-Pierre Raffarin à l'égard de LR, puisqu'il annonce soutenir la liste LREM pour les européennes. Oui, Jean-Pierre Raffarin a clairement dit qu'il se reconnaissait dans le projet présenté par le président de la République Emmanuel Macron dans cette tribune. Moi, je salue le fait qu'elle soit traduite en 22 langues. Hein, c'est formidable d'être publiée dans tous les pays européens. Jean-Pierre Raffarin a souligné sa convergence sur le fond au moment où l'Europe et la France est face à un monde qui se fractionne face aux menaces internationales. Donc c'est une adhésion forte sur le fond. Sur les idées. Pas une surprise pour vous, pour lui qui était ancré dans la droite modérée, pro-européenne, tout comme Agir d'ailleurs. Oui, Jean-Pierre Raffarin était d'ailleurs venu lors de notre congrès fondateur, celui d'Agir, la droite constructive, qui est présidé par Franck Riester, l'actuel ministre de la Culture. Il était venu nous dire tout son soutien pour ce centre droit résolument européen et humaniste. Donc il est en ligne avec ses idées et les européennes sont pour lui, comme pour nous, un moment tout à fait stratégique. Non pas pour dire tout va bien en Europe, mais au contraire pour dessiner un avenir et de nouvelles perspectives.
Un mot sur le fait que cette clarification de Jean-Pierre Raffarin, elle a été provoquée par Laurent Wauquiez qui a appelé l'ex-premier ministre justement à cette clarification. Vous n'avez pas beaucoup apprécié cette méthode ? Non, je pense que la forme était inadmissible. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, fondateur de l'UMP, est interpellé par Laurent Wauquiez de manière comminatoire, sans même avoir la correction de le prévenir. Laurent Wauquiez diffuse cet ultimatum à la presse. Non, ce n'est pas comme cela qu'on agit si on veut vraiment dialoguer et construire une vision commune. Parce qu'une façon d'exclure d'emblée, vous avez l'impression ? Oh oui, ça ne visait pas du tout à rassembler. C'est la stratégie de Laurent Wauquiez, c'est ce qui nous a conduit, l'ensemble des cofondateurs d'Agir, à nous éloigner des Républicains il y a plus d'1 an maintenant. C'est leur choix de se replier ainsi sur eux-mêmes. Nous regardons vers demain et l'enjeu européen est majeur pour la France. Agir a d'ailleurs fait le choix de l'alliance avec La République En Marche. Vous êtes fortement pressenti pour figurer sur la liste. Est-ce fait ? Est-ce une volonté pour vous ? Le souhaitez-vous ? Alors, à ce stade, la commission d'investiture a fait ses choix et j'ai l'honneur d'être chef de file des personnes investies pour constituer la liste qui sera une liste de coalition, c'est ce qu'a annoncé Franck Riester hier soir. Il y a de bonnes chances pour que vous figuriez sur cette liste. Écoutez, les listes sont un exercice politique délicat, mais en tout cas, je me réjouis du projet porté par cette coalition, un projet résolument volontariste sur les sujets sur lesquels les Français nous attendent, la protection des frontières, la maîtrise de l'immigration, le volontarisme dans la lutte contre le terrorisme, la volonté d'être un territoire puissant de manière, sur le plan économique dans le monde, puissant et respecté, la question de la jeunesse européenne aussi, tous ces défis sur lesquels le président de la République en tant que leader de cette liste, mais aussi ces différentes composantes, le MoDem, LREM et surtout Agir, que je représente, souhaitent porter pendant cette campagne européenne. Eh bien, merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. Et Emmanuel Macron a présenté son projet européen dans une tribune publiée en 28 langues où il défend la renaissance européenne face à l'urgence qui s'impose, remise à plat de Schengen, bouclier social européen ou encore banque pour le climat. L'essentiel de ce texte vous est présenté par Jonathan Dupriez. C'est un texte aux allures de programme que livre Emmanuel Macron. Dans une tribune intitulée « Pour une renaissance européenne », relayée dans les 28 États membres, le président défend un projet politique européen sans tabou, dans un contexte de défiance envers l'UE. Si je prends la liberté de m'adresser directement à vous, ce n'est pas seulement au nom de l'histoire et des valeurs qui nous rassemblent, c'est parce qu'il y a urgence. Dans quelques semaines, les élections européennes seront décisives pour l'avenir de notre continent. Autour de 3 grands thèmes, liberté, protection et progrès, le chef de l'État propose des réformes. Il suggère par exemple la remise à plat de l'espace Schengen. Tous ceux qui veulent y participer doivent remplir des obligations de responsabilité, contrôle rigoureux des frontières et de solidarité, une même politique d'asile avec les mêmes règles d'accueil et de refus. Emmanuel Macron exprime aussi le souhait de ne plus voir l'Europe soumise à des puissances étrangères. Il propose ainsi la création d'une agence européenne des démocraties. Dans cet esprit d'indépendance, nous devons aussi interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères. Nous devrons bannir d'Internet, par des règles européennes, tous les discours de haine et de violence, car le respect de l'individu est le fondement de notre civilisation de dignité. Enfin, le président de la République plaide pour une Europe plus protectrice pour les citoyens. L'Europe, où a été créée la sécurité sociale, doit instaurer pour chaque travailleur, d'est en ouest et du nord au sud, un bouclier social lui garantissant la même rémunération sur le même lieu de travail et un salaire minimum européen adapté à chaque pays et discuté chaque année collectivement. Dans cette Europe, les peuples auront vraiment repris le contrôle de leur destin, promet en conclusion le président français. Lutter contre les logements insalubres pour ne plus revivre le drame de la rue d'Aubagne à Marseille en novembre dernier, c'est l'objectif d'une proposition de loi sénatoriale débattue aujourd'hui. Les explications d'Alizé Boissin. C'était il y a 4 mois, en plein cœur de Marseille. L'effondrement d'immeubles insalubres rue d'Aubagne faisait 8 morts. Une stupeur, mais pas une surprise. On connaissait l'état d'insalubrité de ces immeubles. Et à Marseille, on en compterait 40 000 dans la même situation.
Intolérable pour le sénateur Bruno Gilles. L'élu appartient à la majorité du maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, depuis ses premières candidatures en 1983. Candidat à la mairie de Marseille, Bruno Gilles a déposé une proposition de loi pour en finir avec l'habitat indigne. Vous savez très bien tout ce qu'on reproche à l'État, c'est ce désengagement, d'être trop loin. Donc là, finalement, cette main tendue, cet appel, ça serait la possibilité pour l'État de dire ben voilà, moi je vais y aller dans ce plan Marshall à Marseille, parce que c'est la deuxième ville, parce qu'elle en a besoin. Et en même temps, je montre que l'État, le gouvernement, peut travailler avec les collectivités quand elles en ont besoin. Examiné cette semaine par la Commission des affaires économiques, le texte s'organise autour de 3 axes. Un regroupement de services dédiés à l'habitat indigne, accélérer les réponses aux situations d'insalubrité en ramenant d'1 an à 3 mois la durée maximale d'habitation d'un immeuble déclaré insalubre. Enfin, une application plus sévère de la loi du permis à louer contre les bailleurs privés qui offrent des logements indignes. Pour Marie-Noëlle Yenman, membre de la Commission des affaires économiques, il faudrait aller plus loin. Recenser ce qui reste à faire ou les nouveaux points qui émergeraient et comme ça avoir une vigilance permanente des collectivités locales aux yeux des citoyens, opposition et majorité dans une mairie. L'insalubrité, un fléau national qui toucherait près de 600 000 logements en France. Et après ces explications, on part rejoindre Alexandre Poussard. Alors Alexandre, le débat vient de commencer dans l'hémicycle autour de cette proposition de loi. Oui Jérôme, et le débat se déroule sur un ton assez consensuel entre le Sénat et le gouvernement, avec un objectif commun qui se dessine, la lutte contre les marchands de sommeil, ces propriétaires qui louent ces biens insalubres et parfois les divisent en plusieurs parties pour loger plusieurs familles. Alors le ministre Julien Denormandie a d'ailleurs rappelé que la réforme du logement du gouvernement, la loi Elan, avait déjà proposé des mesures en ce sens. Écoutez-le. Il faut absolument en finir avec l'impunité dont jouissent les marchands de sommeil. Cette impunité qui a donné lieu, par exemple, lors d'un déplacement que je faisais avec la garde des Sceaux il y a quelque temps à Pierrefitte, qui a donné lieu à la visite impromptue du marchand de sommeil lui-même, lorsque nous étions en train de dénoncer un pavillon qui était fait en multiples appartements. Et le marchand de sommeil, c'est un témoin de cette impunité, est venu à notre rencontre, s'étonnant du problème, si j'ose dire. Et après le drame de Marseille, la municipalité marseillaise avait été pointée du doigt, et notez que l'auteur de cette proposition de loi, Bruno Gilles, a fait partie pendant plus de 20 ans de la majorité de Jean-Claude Gaudin. Mais pour les sénateurs, il ne faut pas stigmatiser les élus, il faut leur donner davantage de moyens. Écoutez la rapporteure du texte, Dominique Estrosi-Sassone. La lutte contre l'habitat indigne a en effet un coût non négligeable. Il faut des agents qui sont chargés de repérer les logements indignes. Il faut bien évidemment reloger les personnes évacuées et lorsque le propriétaire ne réalise pas les travaux, les pouvoirs publics doivent pouvoir se substituer à lui, mais aussi engager des procédures pour recouvrer les sommes ainsi mobilisées. Or, dans le contexte de contraintes budgétaires actuelles, les communes et les EPCI ne sont pas toujours en capacité de déployer de tels moyens humains et financiers. La rapporteure de la commission qui demande un délai supplémentaire de 2 ou 3 mois pour réexaminer en profondeur ce texte. Et cette motion de renvoi en commission va être discutée dans quelques instants. Merci Alexandre. Et la lutte contre l'habitat insalubre, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Michel Amiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté de la table, Sophie Primas, présidente Les Républicains de la Commission des Affaires économiques. Bienvenue. Et Jean-Baptiste Ayrault, fondateur et porte-parole de l'association Droit au logement. Bienvenue sur le plateau. Et je précise que Samia Ghali est actuellement à la tribune de l'hémicycle et qu'elle nous rejoindra dès que possible. Alors, c'est une mobilisation générale contre l'habitat insalubre, notamment depuis ce drame de Marseille. Mais pourtant, cette proposition de loi, Sophie Primas, il y a une demande de renvoi en commission. Vous êtes la présidente de cette commission. Expliquez-nous pourquoi. Bien justement parce qu'il y a une mobilisation générale et qu'avec Dominique Estrosi-Sassone, qui est la rapporteure de ce texte, nous avons considéré que nous devions aller le plus loin possible dans l'examen de ce texte et essayer d'apporter un nombre de solutions plus importantes. Nos déplacements sur le terrain nous ont paru essentiels. Vous savez que c'est assez rare pour une proposition de loi qu'on mette autant de moyens et autant d'énergie pour aller au bout du sujet. Mais là, le sujet est assez
j'allais dire, consensuel dans son importance et dans l'importance qu'il revêt au regard de nos concitoyens. Bien sûr, il y a eu les accidents à Marseille, mais il y a d'autres situations partout en France que nous voyons, nous, élus locaux sur le territoire. Il faut donc bien se donner au moins quelques semaines, quelques mois supplémentaires pour discuter avec tout le monde et aller au bout de cette proposition. Michel Amiel, sur ce délai supplémentaire, il y a urgence, mais en même temps, il faut se donner le temps de bien faire la loi? Oui, c'est clair. C'est clair. En fait, le problème de l'habitat insalubre, habitat indécent, habitat dangereux, bref, habitat indigne, c'est une question qui est difficile. Et il faut d'abord la volonté politique. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et dans le meilleur des cas, à mon sens, enfin du moins pour des grandes villes comme Marseille, que je connais bien, puisque vous l'avez rappelé, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône, et dans le meilleur des cas, il faudra 10 ans pour venir à bout de ce fléau. Et encore faut-il, d'une part, comme je l'ai dit, la volonté politique, et d'autre part que les législateurs, et c'est là notre travail, se donnent les moyens de lutter, et là oui, de stigmatiser les marchands de sommeil. Parce que derrière tout ça se cache un profond problème de pauvreté, de précarité, et j'ose le dire, d'éthique. Jean-Baptiste Ayrault, vous, ça fait combien de temps? Plus de 20 ans que vous vous battez contre l'habitat insalubre. Vous vous dites les choses bougent enfin? Écoutez, on verra. Franchement, que ça en parle, oui, d'accord, il y a des morts sous des décombres de cette tragédie marseillaise qui est la conséquence aussi de politiques d'urbanisme qui ne sont pas intéressées à ce centre populaire de Marseille. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que ça soulève de multiples problèmes, cette question du logement indigne. D'une part, la cause, pourquoi il y a encore des logements indignes dans notre pays? C'est quand même une question qu'il faut se poser, parce qu'il y a une crise du logement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de logements accessibles aux ménages modestes pour les loger. Et on a une paupérisation aujourd'hui d'une partie de la population qui va consacrer une part de plus en plus importante de ses revenus pour se loger. C'est-à-dire qu'il va passer, quand on prend le premier quartile, c'est-à-dire les 25% les moins riches de la population, ils consacrent 40% de leurs revenus en moyenne. Et pour louer des taudis, c'est-à-dire des logements comme ceux qui sont affichés là, regardez le taux d'effort de ces ménages dans un contexte aussi de rabotage, coups de rabot successifs des APL, etc., etc. Donc pour nous, la solution, elle est très claire. Il faut effectivement combattre les marchands de sommeil, il faut reloger les habitants de ces logements indignes, il faut les protéger contre les marchands de sommeil. Parce que quand ils sont expulsés de manière illégale, et ce qui est très fréquent, n'oublions pas que quand un locataire va signaler sa situation à la municipalité, la sanction, elle tombe immédiatement, une fois sur deux, c'est-à-dire on change la serrure, on fait des menaces, on fait des violences, et quand les gens vont au commissariat, ils se font jeter. On va évoquer c'est ça la réalité. Les pistes de solutions. Je vous interromps puisqu'on va accueillir sur le plateau la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali, sénatrice socialiste. Bienvenue pour ce débat. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Sophie Primas, dans cette proposition de loi portée par Bruno Gilles, il y a notamment ce permis de louer. Il est expérimenté dans certaines collectivités, notamment beaucoup en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il faut une autorisation avant de pouvoir louer un logement. C'est une des pistes? Alors c'est une des pistes, je voudrais revenir après sur un point que vous avez soulevé, c'est une des pistes qui est pour l'instant expérimentale et d'ailleurs dont les maires prennent les choses assez différentes. On a vu par exemple à Aubervilliers, Madame le maire dit oh là là c'est expérimental, on va le mettre sur un quartier, on va regarder comment ça fonctionne. Ça demande des moyens. Ça demande des moyens. À Montfermeil, il fait quelque chose de plus large pour être sûr. Ça pose le problème de la prévention en fait, du logement dangereux. On a vu ce point notamment à Aubervilliers où en passant devant une façade avec Madame le maire, on n'a rien vu parce que le mur était refait, l'enduit était beau, les fenêtres avaient été changées. Et en fait, en entrant dans le bâtiment qui était une copropriété, donc un espace privé, eh bien, nous tombions sur un logement extrêmement dangereux. Donc le problème de la prévention est un véritable problème que nous avons vu à Marseille, que nous avons vu partout, là où il y a de la copropriété privée en réalité. Et il faut le traiter. Donc le permis de louer est une des possibilités pour le traiter. Je voulais juste dire également que bien sûr il y a le problème des marchands de sommeil, ce n'est pas le seul problème. Vous avez des propriétaires occupants extrêmement pauvres et extrêmement modestes, c'est aussi un sujet qu'il faut traiter parce que vous avez des propriétaires qui n'ont pas les moyens de venir à bout de l'insalubrité de leur propre bâtiment. Samia Ghali, on a parlé de cette mobilisation générale, vous étiez en train de parler dans l'hémicycle. Déjà, ça bouge enfin sur cette question de l'habitat insalubre, suite au drame de Marseille, mais c'est un problème qui touche
nombreuses collectivités en France? D'abord, ça touche nombreuses collectivités en France, ça touche toute la France de toute manière. Mais malheureusement, c'est à Marseille que les immeubles ont tué des gens, ont tué des personnes, 8 personnes, dont malheureusement de parler date d'anniversaire, j'aime pas ça, mais 4 mois aujourd'hui, le 5 novembre, 5 mars, fait que 8 personnes ont perdu la vie. Il y a encore des personnes dans des hôtels qui vivent dans des quartiers qu'ils n'avaient pas choisis, qui leur sont imposés. Il y en a d'autres qui vivent dans des hôtels alors qu'ils sont malades, des personnes âgées, des enfants, des personnes, des familles qui sont complètement dispersées, même au sein même d'un même hôtel. Il y a des situations quand même humaines qui sont inacceptables. Il n'y a pas de solution pour les reloger? Écoutez, aujourd'hui non, parce que la question aujourd'hui du logement insalubre, c'est aussi la question de la création du logement social. Je prends Marseille, 70% des Marseillais sont éligibles au logement social. Si vous ne créez pas du logement social, de fait, vous vous retrouvez avec des propriétaires véreux, voilà, qui vous louent, qui sous-louent, qui vous louent des logements qui ne devraient même pas être en location, mais parce que tout simplement, ils profitent d'un vide en matière de logements sociaux. Ça, c'est une réalité. Il faut battre le problème, il faut aller chercher le problème là où il existe. D'abord, il y a essayer de le combattre. Quand je vois aujourd'hui le PLH, on est en train de faire le PLUI, en tout cas pour Marseille, et que la question du PLH, notamment sur la ville, elle ne prend pas en compte encore le logement social sur ces territoires-là. Comment voulez-vous qu'on arrive demain à combattre le logement insalubre? Mais on n'y arrivera pas. Et c'est ça la réalité, c'est essayer d'abord de toucher là où le problème... Parce que pour pouvoir combattre le logement, l'insalubrité, il faut apporter une alternative. Une alternative, je dirais, de confiance, et une alternative qui soit le logement social, parce que c'est des bailleurs sociaux, dont c'est le métier. Michel Amiel, c'est à qui d'agir? C'est l'État? Bruce Nogy, il dit un plan Marshall de la part de l'État, ou c'est aux collectivités, à la mairie de Marseille ou aux autres mairies de prendre... Dans ces cas-là, on joue au jeu de la patate chaude. Ouais. Les collectivités renvoient à l'État, l'État renvoie à la collectivité. J'ai envie de résumer les choses en une phrase très simple. C'est l'affaire de tous. Ouais. Chacun doit prendre ses responsabilités au niveau qui est le sien. Bien sûr, il y a une question d'argent. L'État, sur quoi il peut agir? Il peut agir déjà en termes de légal. Je rappelle que l'insalubrité, au départ, c'est la compétence de l'État. Le logement insalubre, c'est la compétence de l'État. Après, comme l'a rappelé monsieur, d'abord on parle de logements insalubres. Là, ce n'était pas des logements insalubres, hein. C'était des logements qui étaient certes insalubres, mais d'abord dangereux. Comme l'a rappelé madame Galli, 8 morts. Donc je veux dire, c'est aussi une question de politique générale, non seulement de l'habitat, bien évidemment, développement du logement social, essayer de faire en sorte que le budget, comme il a été rappelé, soit accessible. Enfin, 40, parfois 50% du budget, parfois plus, consacré à des logements scandaleux. C'est absolument impensable. Mais au-delà de ça, c'est la réflexion de quartiers qui, il faut bien le reconnaître, ont été à un moment donné abandonnés. Et comme l'a rappelé Mme Galli, ça ne concerne pas seulement Marseille. Sophie Primas, on parle de 450 000 logements, ça va prendre du temps. Et les collectivités, quelle place pour elles? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Mieux contrôler dans leur commune? Moi, je pense que nous, législateurs, nous devons donner des outils pour faire plus de prévention et plus de contrôle. Ils n'existent pas tout le temps. Si, ils existent. Quand il y a des copropriétés, que tout va bien de l'extérieur de la rue, vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans les propriétés privées. Donc là, on a un vrai sujet d'équilibre entre la politique de prévention et la politique... s'il n'y a pas de signalement, c'est difficile de savoir s'il n'y a pas de signalement. Là, il y en a eu, mais je parle en général. Là, l'immeuble dont je vous parlais à Aubervilliers, il n'y avait pas eu de signalement. Il a fallu qu'il y ait une fuite d'eau pour qu'il y ait quelqu'un de la mairie qui rentre dans les couloirs et qui s'aperçoive. Donc on a cette politique-là. Ce que je veux dire, c'est c'est pas l'affaire du maire, ou c'est pas l'affaire de la communauté d'agglo, ou c'est pas l'affaire de l'État. Il faut qu'on coordonne. Moi, ce que j'ai vu à Marseille, pardon, excusez-moi, c'est des services qui chacun se disait, bah oui, alors ça c'est moi, les silos en silos. Puis là, j'ai pas assez de moyens, donc je fais ce que je peux. Il faut qu'il y ait de la transversalité. Il faut qu'il y ait véritablement des organisations entre l'État, les collectivités territoriales, qui soient vraiment transversales et qui travaillent ensemble sur la recherche de solutions et la recherche de détection, la prévention et puis la refonte de ces quartiers. Samia Ghali, ça suffit pas pour vous? Non, il y a des choses que je ne peux pas laisser dire sur ce plateau parce que c'est des contre-vérités. Il n'y a pas de service à la ville de Marseille dédié au logement social. Je ne parle pas de Marseille. Vous avez dit Marseille, excusez-moi. Je parle des collectivités. Non, mais parce que c'est important, parce que quand on dit Marseille... Non, mais comme vous avez dit, mais comme vous avez parlé de Marseille, excusez-moi, vous disiez c'est pas Versailles, c'est Marseille, je me suis trompée, donc c'est pour ça. Je préfère rectifier les choses. Donc concernant Marseille, il y a d'abord, il n'y avait pas de service dédié au logement de personnes
pour gérer une ville de 660 000 habitants, ça me paraît peu, avec un logement insalubre important et dégradé important sur la ville, que les situations, elles étaient, notamment à travers le rapport Nicole, déjà détectées donc en 2015, donc on ne peut pas faire semblant de s'en dire non, ça n'existait pas, on ne savait pas, on a découvert. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, on peut découvrir, on peut aussi avoir des situations. Il faut savoir que la ville de Marseille n'a jamais entrepris. Il faut savoir qu'elle n'a jamais. On fait le procès de Marseille. Non, mais sauf que moi je parle. Non, mais parce que pour parler. Non, mais c'est important parce que ça veut dire aussi qu'il y avait des outils. Les outils sont utilisés. 16 000 € en 2017 pour le logement insalubre. Ça veut dire que si aujourd'hui les outils existent, ça veut dire que l'État effectivement a donné les compétences au maire à travers le préfet et le maire pour pouvoir signaler les logements insalubres. Si le travail est fait par les services sociaux de la ville, effectivement qui accompagnent les locataires, parce que c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de vrai, c'est que si le locataire on le laisse seul, le propriétaire va dire écoute c'est pas content, tu sors et celui-là il trouvera jamais de logement, il restera dehors. Alors il acceptera d'être dans un logement. Jean-Baptiste Thérault, garde des Sceaux là, sur cette question de mettre en œuvre et de poursuivre des propriétaires qui exercent le délit d'expulsion illicite, qui existe depuis L'État joue pas son rôle pour vous ? La police ne joue pas son rôle. Là, quand les gens vont au commissariat, nous on en a une foultitude d'exemples. Leur plainte n'est pas prise, elle n'est pas examinée. Mais attendez, moi il y a cette question. Jean-Baptiste mais il y a cette question. C'est-à-dire qu'il faut une circulaire, il faut que le garde des Sceaux qui viennent de sortir. Balance une vraie circulaire. Elle doit être. Non, sur les expulsions illicites, pour l'instant, on l'attend toujours. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu un problème, l'exemple de Marseille. Nous, on a d'autres exemples, si vous voulez. Il n'y a pas que Marseille, c'est toute la France qui est On a d'autres exemples sur la question du péril, qui est vraiment là une question fondamentale, parce que il y a risque de mort. Bon. Bien sûr. Donc, sur la question du péril, à notre sens, il faudrait que si la mairie semble défaillante, si les locataires, les gens qui habitent là, disent « Attendez, il y a un problème, on voit des fissures comme ça, on passe la main », et l'expert qui vient et la mairie, disent « Non, il y a… » Oui, mais non, mais d'accord, mais même quand ils le disent, nous on a des cas de figure où il faut que l'État repasse derrière. C'est-à-dire qu'il faudrait pour nous qu'il y ait une double compétence sur cette question du péril. Parce que c'est une question vraiment… Risque de mort. Voilà. Après, sur la question de l'insalubrité, qui peut générer du péril. Parce que souvent, ça va un peu avec, après, il y a les questions de terrain, tout ça. Bon, mais l'humidité est la principale cause, les infiltrations sont la principale cause, on l'a vu même à Marseille, de l'effondrement des immeubles ou des effondrements. Donc pour nous, sur l'insalubrité, il faut effectivement de la prévention. On est d'accord là-dessus. Il faut de la prévention. Le permis de louer, c'est une bonne chose, il faut le mettre en place, mais effectivement, il faut qu'il y ait des moyens adéquats. Moi, si je dois résumer un petit peu la question, il faut maintenant, ce qu'il faut, c'est lutter contre le logement cher aussi, la cherté du logement. C'est indispensable, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas éradiquer le logement insalubre ou le logement indigne si vous ne mettez pas en place une politique du logement qui permette à chacun et aux ménages les plus pauvres de se loger. Or, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est le contraire. C'est-à-dire que les loyers augmentent partout, dans le secteur privé, dans le logement social, les taux d'effort augmentent et les gens à bas revenus, ils sont pris à la gorge. Donc, ok, détruisons ou changeons les populations dans les centres-villes, mais les gens qui habitent là, en ce moment, on va en faire quoi? Où est-ce qu'on va les mettre? Ils vont finir dans des bidonvilles autour de nos grandes villes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette question-là, il faut agir maintenant. La France, quand même, c'est le pays d'Europe où le logement, le coût du logement, le prix du logement rapporté aux revenus des ménages est le plus élevé. C'est-à-dire que tous les gens aujourd'hui ont spéculé, les milieux de l'immobilier ont gagné de l'argent. En veux-tu, en voilà. Pour vous, il faut encadrer. L'État devrait encadrer. Ah oui, il faut encadrer, il faut atterrir là. Justement, bon, on va écouter la réponse de l'État, puisque Samia Ghali et Michel Amiel, vous aviez interpellé le gouvernement. C'était en novembre dernier, juste après le drame de Marseille. Et c'était Sébastien Lecornu qui vous avait répondu à la tribune du Sénat. On l'écoute. Malheureusement, ce problème de l'habitat insalubre, il concerne Marseille, mais il ne concerne pas que Marseille, malheureusement, en France. C'est un problème plus global. Il fait écho aux annonces récentes de Julien de Normandie au mois d'octobre dernier à Marseille, justement, sur l'habitat et l'initiative copropriété dégradée pour 3 milliards d'euros. La loi Elan permet également de s'attaquer aux marchands de sommeil qui ont une lourde responsabilité en la matière. Et puis, vous le savez, il y a un comité de travail en cours pour raccourcir et simplifier les délais pour permettre aux collectivités territoriales de répondre plus facilement et plus aisément à ces difficultés. Samia Ghali,
la réponse du ministre. Il dit il y a la loi Elan qui permet certaines choses, il y a la loi Allure qui permet également certaines choses. Et pourtant, on a l'impression qu'il y avait les outils et que rien n'a été fait. Mais parce que c'est une question aussi de volonté politique. Il faut se dire des vérités. À un moment, il faut arrêter. Que ce soit des communes de droite ou de gauche, il y a des communes de droite ou de gauche qui ont mené des bonnes politiques en matière de logement. Et puis, il y en a d'autres de droite et de gauche qui ont mené des politiques nulles en matière de logement. Il faut se dire des vérités. Donc, c'est une question de volonté politique. J'ai fait une proposition au ministre tout à l'heure en demandant à ce que les allocations logement qui sont versées directement aux propriétaires, qu'ils soient véreux ou pas, on leur verse quand même, ils ont quand même le loyer, eux, directement dans leur poche. Peut-être que là aussi, il faut que la CAF bloque les loyers de ces personnes, que la CAF, peut-être qu'il faudrait reloger ces familles dans d'autres logements aux frais du propriétaire. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Parce que ça va obliger aussi le propriétaire, qui d'abord parce qu'il aura touché la CAF pendant certaines années et sans que personne ne lui demande rien, c'est une façon de contribuer aussi à l'effort national. Michel Amiel, Sébastien Lecornu, il dit qu'il faudra donner plus de souplesse aux collectivités locales pour faire ce contrôle. Est-ce qu'il y a les moyens? Parce qu'il faut des gens pour aller contrôler tous ces logements. Je rejoins Mme Galli, les outils existent. Les outils existent. Les pouvoirs, vous parliez tout à l'heure des pouvoirs de la police. Moi, je parlais des pouvoirs de police en général. Alors, c'est compliqué. Moi, j'ai été soumis dans la mairie dont j'ai été maire longtemps à ce sujet. Mais vous avez le pouvoir de police générale, 13 pouvoirs de police spéciale. C'est un imbroglio. Puis vous vous retrouvez confronté à la dure réalité du terrain. Parce que moi, lorsque ça m'était arrivé, je suis désolé de le dire, je m'étais fait copieusement injurier par le propriétaire. Ce à quoi, d'ailleurs, j'en avais rien à faire. Enfin, je veux dire, sur le terrain, c'est une vraie réalité. Moi, je pense que les choses sont plus globales, en effet. C'est quelque chose qu'il faut aborder dans le sens d'un logement plus accessible, d'une vraie politique du logement, mais les outils juridiques, mine de rien, ils existent. Alors, on peut les aggraver, on peut renforcer les sanctions, on peut raccourcir les procédures, tout ce que vous voulez. On peut aller plus vite, on peut mieux coordonner, mais les outils, ils existent. Moi, je pense plutôt à la politique du logement en général, effectivement. Moi, Sophie Primas, sur cette question des délais notamment, on peut laisser une personne dans un logement insalubre jusqu'à 1 an. La proposition de loi de Bruno Gilles, elle propose 3 mois maximum. On déclare le logement insalubre. Finalement, ce qui est déjà, puisque quand on sait qu'un logement est dangereux, c'est déjà mieux qu'1 an. Voilà. Mais il y a beaucoup de procédures qu'il faut accélérer. Vous voyez, quand on a des difficultés à trouver le propriétaire, tout simplement, quand c'est une copropriété, qu'il vous manque au milieu un propriétaire, qu'il est mort, qu'il y a eu des... il faut déclarer le bien vacant sans maître. C'est une procédure qui dure 2 ans. Bon, voilà, c'est impossible d'attendre aujourd'hui 2 ans pour dire cette propriété-là, il faut la déclarer bien vacant sans maître. Il faut accélérer toutes ces petites procédures qui sont des faits bloquants. Je vois... pour le coup, à Marseille, dans la rue d'Aubagne où nous sommes allés, évidemment, il y avait un immeuble à côté de celui qui s'est effondré en premier, qui appartenait à la commune. Ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient dessus, 10 ans. Mais c'est insupportable. Vous voyez, à Montfermeil, on a eu les mêmes exemples, à Aubervilliers, les mêmes exemples. Vraiment, il y a des procédures aujourd'hui qui sont beaucoup trop longues. Il faut les réduire pour permettre aux collectivités d'exercer leurs prérogatives beaucoup plus rapidement. Jean-Baptiste Ayrault, ces propositions, vous les défendez depuis combien de temps ? Écoutez, pour nous, oui, ça fait. Écoutez, on est confronté en tout cas à ce problème-là parce que on reçoit des mal logés toute la journée, donc on connaît leurs problèmes. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est d'appliquer les lois aussi qui les protègent. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Le droit au logement opposable. Là, c'est l'anniversaire aussi de la loi Dallot. Et donc aujourd'hui, elle s'applique ou pas cette loi? Mais non, pas insuffisamment. Alors à Marseille, c'est une catastrophe. Hein, donc bon, là aussi, que fait l'État? C'est sa responsabilité. L'État a la responsabilité en matière d'application de la loi Dallot, de respect des droits des personnes les plus vulnérables au fond. C'est-à-dire appliquer la loi Dallot, appliquer le droit à l'hébergement jusqu'au relogement, c'est dans la loi, c'est dans les textes de loi. Et il doit surveiller également, il doit contrôler les actes du maire. Parce que bon, il y a des moments où le maire, il fait peut-être pas forcément comme il faudrait, ou il est mal conseillé, j'en sais rien. Il ne fait pas comme il faudrait. Parce que quand vous vous retrouvez avec des cages d'escalier mais je suis d'accord avec vous. Sur l'insalubrité, oui, mais nous, ça pose aussi des problèmes. Oui, par exemple, attendez, je voudrais signaler un cas quand même qui nous arrive très fréquemment, c'est que le locataire saisit le service de l'hygiène. Le service de l'hygiène se pointe, municipal ou intercommunal, il se pointe, il fait un rapport.
et ça se termine par une simple amende au tribunal de police en vertu du règlement sanitaire départemental. C'est-à-dire qu'au lieu de saisir l'agence régionale de santé, c'est-à-dire l'État, le département, le préfet dans le département, eh bien, on passe sur une voie de garage. Eh bien, c'est inadmissible. C'est inadmissible, il faudrait... Mais oui, parce que qu'est-ce qui se passe après? Samia Ghali, sur ces sanctions, c'est une simple amende. Il n'y a même pas de peine de prison qui est prévue pour les... finalement... Mais parce qu'en réalité, aujourd'hui, bon, je veux bien, on discute sur une loi pour avancer d'un an à 2 mois, 3 mois, même un jour dans un logement insalubre, c'est trop tard. Parce que ça veut dire que si on prend le risque de laisser une personne dans un logement qui peut s'effondrer, c'est une catastrophe. Voilà, un jour de trop. Donc c'est insalubre, ça. Hein. Non mais, ou indigne, mais souvent malheureusement... Non, mais moi... Mais on est dans le péril. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Oui, mais sauf que moi j'ai vu des logements insalubres, voilà, ou dans le péril, ce que vous voulez. Voilà, au péril. On est dans la situation de logement de péril. La réalité, c'est qu'on parle de logements insalubres pour pas effrayer peut-être, mais j'en sais rien. Mais moi, ce que je peux vous dire, quand vous avez des toits, des plafonds qui tombent sur la tête, dans la salle de bain, dans la cuisine, c'est des logements. C'est du péril. Voilà. Mais dans la question du péril, mais aujourd'hui, la vraie question, c'est la question. Moi, je le remets aussi au cœur du jeu. C'est la question de volonté politique. Les outils existent, ils existaient déjà. Vous l'avez dit à travers la loi Allure, à travers la loi Elan, et que ces outils-là n'ont pas été assez pris en compte. Maintenant, tant mieux si tout le monde est en train de se réveiller et de se dire qu'on a un vrai problème. Justement, Sophie Primas, quel travail... Mais je peux vous dire, attendez, excusez-moi, mais sauf que là, on fait semblant. Hein, excusez-moi, ça, c'est que du semblant. Parce qu'en réalité, si on ne construit pas, encore, je répète, excusez-moi, mais je me répète, si on ne construit pas de logements sociaux pour pouvoir loger les gens, alors, tous les outils ne suffiront pas parce qu'on va les mettre où les gens? On a bien entendu votre message. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Et on va retourner dans l'hémicycle rejoindre Alexandre Poussard puisque on discute justement en ce moment d'un possible renvoi en commission de ce texte. Et oui, Jérôme, la Commission des affaires économiques demande 3 mois supplémentaires pour étudier ce texte, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les sénateurs veulent faire davantage de déplacements et d'auditions sur ce sujet. Les sénateurs souhaitent aussi également renforcer le volet préventif contre l'habitat insalubre, qui est peu abordé dans ce texte selon eux. Et puis, le gouvernement doit publier des ordonnances pour lutter contre l'habitat indigne. Ces ordonnances, elles avaient été autorisées par la loi Elan. Alors, par exemple, une ordonnance doit simplifier les 13 polices différentes qui existent pour lutter contre l'habitat insalubre. Et puis 2 députés des Bouches-du-Rhône doivent remettre un rapport au gouvernement d'ici le mois de mai prochain. Donc ce report de 3 mois de l'examen de ce texte devrait être voté par la majorité sénatoriale. Et même l'auteur de cette proposition de loi, Bruno Gilles, est d'accord pour prendre davantage de temps afin de bien légiférer. Merci Alexandre. Et on retrouve Tam Tranui en salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice rattachée au groupe communiste du Sénat. Marie-Noëlle Lienemann, un mot à l'ancienne ministre du Logement. Tout d'abord, que pensez-vous bien de la situation aujourd'hui du logement insalubre en France ? D'abord, je voudrais insister sur le cas de Marseille, parce que lorsque j'étais ministre, nous avions signé un accord entre l'État et la ville de Marseille, dans lequel les immeubles qui sont tombés étaient prévus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois que nous étions partis, ni l'État ni la ville de Marseille n'a voulu poursuivre l'effort qui était indispensable. Car sur ces affaires d'habitat insalubre, il faut être déterminé dans la durée. Et il faut arrêter de papillonner en fonction des urgences. Il faut planifier, savoir un bilan sur chaque territoire de l'habitat insalubre, une programmation pour pouvoir le résorber, un suivi tous les ans dans chaque conseil municipal. On doit délibérer pour savoir où on en est et mettre en œuvre évidemment de la construction de logements sociaux, parce que si on ne peut pas reloger les gens, on n'arrivera pas à lutter contre cet habitat insalubre. Est-ce que vous avez espoir qu'on tire les leçons du terrible drame de la rue d'Aubagne aujourd'hui et plus largement qu'à Marseille au niveau national ? On avait déjà fait des progrès parce qu'on avait vu les limites juridiques qui d'ailleurs sont liées au droit de propriété. Je plaide pour que le droit au logement soit inscrit dans la Constitution, ce qui équilibrerait les droits. Mais chaque fois qu'il y a évidemment un incident, c'est l'occasion d'avancer. Cette fois-ci, maintenant, il faut un grand plan national, des moyens dégagés par l'État et des obligations de faire et de réussir. Autre sujet d'actualité aujourd'hui, Marie-Noëlle Lienemann, la tribune d'Emmanuel Macron adressée aux citoyens de tous les pays européens.
Qu'en retenez-vous de cette tribune qui appelle notamment à une renaissance européenne? D'abord, je trouve que c'est une tribune qui est plus celle d'un chef de parti qui mène une bataille pour les élections européennes. Pour vous, c'est déplacé de la part d'Emmanuel Macron? Oui, parce que moi, j'attendais au contraire un grand message de la France, du président de la République française, au nom de la France, sur cette période historique particulière où, en effet, il faut arriver à remettre l'Europe sur d'autres rails que ceux qui nous ont emmenés dans le mur d'aujourd'hui. Dans sa tribune, beaucoup de mots creux, beaucoup d'idées. Par exemple, je prends un exemple, il écrit SMIC européen. Alors on dit, ah youpi, convergence sociale, SMIC européen. Ben non, il met tout de suite la phrase à côté en disant qu'il sera adapté à chaque pays. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des gros écarts de SMIC et évidemment, on se retrouvera dans la situation de dumping social. Et tout de même l'idée, dit-il, d'un bouclier social, d'une même rémunération, sur un même lieu de travail, quel que soit l'endroit en Europe? C'est déjà bidon, ça c'est déjà dans le texte sur les travailleurs détachés, que quand on travaille sur un truc, c'est le même salaire. Sauf que ce qui fait la différence, c'est d'une part les cotisations sociales, d'autre part le nombre d'heures qui travaillent, et troisièmement, c'est de surveiller, parce que la plupart de ces entreprises, personne ne surveille réellement l'application du droit. Donc on est dans des situations il nous a déjà fait le coup sur les travailleurs détachés, vous allez voir ce que vous allez voir, il y en a de plus en plus, et c'est de plus en plus dans de mauvaises conditions. Donc tout ça est de la poudre aux yeux sur le fond, il papillonne pour essayer d'éviter l'essentiel, remettre l'Europe sur d'autres rails, donc changer les traités. Justement, eh bien, tout à l'heure, l'exécutif a été interpellé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur sa stratégie sur l'Europe, en disant que la stratégie industrielle de la France, eh bien, elle était bien remise en cause au niveau national, alors que l'usine Ford de Blanquefort va fermer. Qu'en clair, c'est un exécutif affaibli qui donne des leçons à l'Europe. Oui, non seulement c'est donner des leçons, à la limite, pourquoi pas, mais ce qu'il y a, c'est que nous-mêmes, quand on pourrait agir, prenez un exemple, on nous explique qu'il faut privatiser ADP, on nous explique qu'il ne faut pas de capital public dans Air France, et que font les Néerlandais quand ils veulent faire prévaloir leur intérêt national? Ils mettent du capital public. Les dogmes libéraux de Macron ne convaincront personne en Europe aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à mes questions. Et merci Tam Tranui. Le service national universel est officiellement lancé depuis hier. Les volontaires peuvent déposer leur candidature pour participer à ce nouveau dispositif dans 13 départements pilotes. Mais en quoi cela consiste-t-il? Les explications de Stéphane Amalian. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. 13 départements vont expérimenter le service national universel. 2 à 3 000 jeunes volontaires sont attendus, âgés de 15 à 16 ans. Tous doivent avoir achevé leur classe de 3e. La première session est prévue en juin, 15 jours en internat encadrés par des militaires et des éducateurs. Les jeunes seront formés aux premiers secours, aux réactions face à un attentat ou aux catastrophes naturelles. L'objectif est de rendre le dispositif obligatoire à l'horizon 2022-2023, ce qui semble poser problème au sein du groupe socialiste au Sénat. Je crois à l'engagement des jeunes de manière volontaire et non pas de manière forcée. Ce n'est pas un bon message envoyé à la jeunesse du pays que d'imaginer que pendant 15 jours, ils seront comme cela concentrés dans des conditions d'ailleurs matérielles qui ne sont pas encore vraiment définies. De l'avis du président de l'agence du service civique, les jeunes sont attirés par les missions d'intérêt général. Tout est une question de pédagogie. Ils ont déjà bien répondu à l'appel pour les 13 départements pilotes. Les volontaires ne manquent pas. Et chaque fois qu'on en parle à des jeunes, si on parle service national obligatoire, uniforme, etc., on a des réactions d'inquiétude ou de rejet. Mais quand on rentre dans le contenu, quand on leur propose de se rencontrer, d'avoir un certain nombre de formations, etc., on voit que les jeunes sont très preneurs. Le gouvernement a annoncé intégrer les cours de code de la route dans le service national universel et réfléchit à y inclure l'intégralité du permis de conduire. Le service national universel, c'est le thème de notre face-à-face du jour. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau Juliette Gatignon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice adjointe d'Unicité, un organisme qui finalement utilise déjà beaucoup de services civiques, et vous êtes plutôt favorable à ce nouveau service national universel? Oui, petite précision, je suis la directrice nationale depuis peu nous sommes favorables sous condition. On ne peut pas être défavorable à ce qui a été présenté comme grands objectifs qui sont la mixité sociale, la rencontre, le sens de l'engagement. Ça, ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous battons depuis plus de 25 ans et qui ont inspiré ce qui est devenu aujourd'hui le service civique. Donc effectivement,
À cela, on ne peut être que favorable. Néanmoins, et ça n'était pas cité dans votre sujet, ce à quoi nous sommes très favorables dans le SNU, c'est que pour nous, c'est l'opportunité que soit présentée à tous les jeunes ce que peut être l'engagement et l'engagement dans la durée, puisque là, on part sur une expérimentation d'une phase courte, obligatoire de 15 jours d'internat et 15 jours voilà. dans une association, une structure d'intérêt public. Mais il existe une phase 3 du SNU qui est déjà prévue et annoncée, qui est un engagement long, volontaire pour le coup, et non pas obligatoire, et que nous appelons de nos voeux. Donc oui, on est favorable à ce que le SNU permette à tous les jeunes de découvrir l'engagement. Alors le SNU, le service national universel, il est lancé depuis hier. Il n'est pas tout à fait encore universel. Il est testé dans 13 départements. Bon, c'est une bonne méthode de le tester comme ça d'abord. On a entendu dans le sujet que visiblement, il y a déjà pas mal de candidats. Oui, ça nous paraît une bonne méthode de passer par une phase test, puisque ça pose beaucoup de questions très opérationnelles, aussi de contenu pédagogique, de façon d'animer ça. On le voit, beaucoup de choses ne sont pas encore réglées. Donc, une phase d'expérimentation nous paraît tout à fait adaptée. On fonctionne aussi beaucoup comme ça, et le service civique a fonctionné comme ça, avec des paliers petit à petit. Voilà. Alors au gouvernement, c'est Gabriel Attal qui est chargé de ce dossier. Le secrétaire d'État est actuellement auditionné au Sénat et il vient de s'exprimer sur les coûts de cette mesure. On l'écoute. Cette phase pilote qui aura évidemment un coût, mais s'agissant d'une faible cohorte de 2000 à 3000 jeunes et donc du faible coût nécessaire pour cette phase pilote, il n'a pas été jugé utile de créer une ligne budgétaire, un programme budgétaire dédié dans le PLF 2019. Mais évidemment, dès lors que le dispositif est amené à monter en puissance à partir de 2020, un programme budgétaire dédié sera prévu en loi de finances pour 2020. Pour ce qui est de 2019, l'évaluation que nous faisons à ce stade, mais le dispositif se met encore en œuvre et il reste encore des points d'organisation à trancher. L'évaluation s'élève à ce stade à 4 millions d'euros, qui sont des crédits qui seront compensés en fin de gestion sur 2 programmes. Le programme 124 pour ce qui est de la masse salariale, le programme 163 pour ce qui est des autres crédits, hébergement, activités, transport et tenue. Ces 2 programmes étant au sein du ministère de la Jeunesse. Juliette Gatignon, on a entendu le secrétaire d'État, ça va avoir un coût, c'est un choix politique, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, donc il fallait finalement lancer coûte que coûte, même avant que ça soit vraiment prêt. Écoutez, il faut lancer, il faut démarrer. Si on veut que les choses se passent bien, il faut effectivement passer par une phase d'expérimentation. Maintenant, l'association n'a pas de position officielle sur la date de démarrage. Mais effectivement, à un moment, il faut démarrer. On a entendu Patrick Caner, le président du groupe socialiste. Il dit qu'il faudrait que ce soit que les volontaires. Là, le caractère obligatoire, ça peut rebuter et finalement avoir des gens qui ne seraient pas motivés. Écoutez, pour l'instant c'est volontaire, on n'en est pas du tout à une phase obligatoire qui toucherait à terme une classe d'âge entière 800 000 jeunes. Pour vous donner un exemple, sur le service civique, on reçoit chez Unicité 5 candidats pour une place. Donc on a encore un petit peu de marge là pour se poser vraiment la question de cette montée en puissance et de toucher l'intégralité d'une classe d'âge. Justement, on va évoquer Unicité. Vous, votre mission, c'est quoi? C'est l'insertion par le service civique? C'est très réducteur. Notre mission, c'est de faire se rencontrer des jeunes de différents horizons pour leur montrer qu'en réalisant ensemble une mission d'intérêt général pour le pays, on se construit soi-même et on construit une société plus harmonieuse. Et pour ça, il faut du temps. Alors, est-ce que le service national universel, c'est le prolongement du service civique tel qu'on le connaît déjà depuis plusieurs années? Je ne dirais pas le prolongement, je dirais peut-être une étape qui est une opportunité, une première étape, plutôt une étape préliminaire, qui permet aux jeunes de découvrir l'engagement et qui leur donne envie ensuite de s'engager en service civique ou sous d'autres formes d'engagement plus longs. Puisque 15 jours, c'est bien pour découvrir, mais si on veut servir le pays, se construire et contribuer, il faut un petit peu plus de temps. Alors, on l'a entendu, il y a le projet peut-être de pouvoir faire passer le permis de conduire, dans une première étape déjà le code assez volontaire du service national universel. Il faut finalement cette petite carotte pour attirer les jeunes? Écoutez, peut-être qu'il en faut, je ne sais pas. C'était le cas avant avec le service militaire, on passait les permis. Tout à fait. Nous, on constate que chez nous, il y a beaucoup de jeunes, et puis en France, il y a plus de 130 000 jeunes, 140 000 qui s'engagent en service civique, sans cette carotte. Donc je pense qu'il y a un désir d'engagement des jeunes fort.
ce permis de conduire, il peut servir, et ce service national universel, ça peut conduire à l'insertion professionnelle quand on s'engage. Est-ce que c'est plus simple ensuite, finalement, de s'intégrer professionnellement? C'est ce que nous disent les jeunes qui passent par chez nous, par Unicité, puisqu'ils nous disent qu'ils ont déjà plus confiance en eux, qu'ils ont conscience de leur pouvoir d'agir, et puis que cette parenthèse un peu où on se teste, où on rencontre d'autres, où on est confronté au regard de la société aussi sur sa capacité à faire, leur permet de savoir où ils ont envie d'aller. Et souvent, quand on sait où on veut aller, c'est plus simple. Donc oui, c'est une période d'insertion intéressante. Ouais. Et c'est quoi le profil de vous, vos publics que vous accompagnez à Unicité? On aime à dire qu'on va de Bac-5 à Bac+5, ce qui est la réalité. On a 35% de nos jeunes à peu près qui n'ont pas le bac, 40% qui ont le bac ou Bac+2. Et puis après, on a une grande diversité en termes d'origine géographique. On a 20% des jeunes qui viennent des quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est très divers. Et cette diversité, on la travaille. Elle est proactive. Il faut le voir justement, ce service national universel, comme un autre outil d'accompagnement de ces jeunes, pas forcément diplômés, pour qu'ils aient finalement une première expérience. Vous pouvez repréciser sur le service civique Est-ce que ça peut justement servir, ce service national universel et le service civique, à aider ces jeunes peu diplômés qui vont avoir du mal à rentrer sur le marché de l'emploi? Moi, je pense que pour un vrai levier, et c'est la position qu'Unicité a toujours défendue, il faut du temps. Donc, un service national universel qui intègre une phase courte au début obligatoire et qui permet à un maximum de jeunes d'avoir une phase longue d'engagement en service civique ou quelle que soit la forme, oui, bien sûr. C'est un levier d'insertion et c'est un levier qui permet aux jeunes de mieux rebondir. Sur une phase très courte de 15 jours en internat, puis 15 jours d'engagement obligatoire, là j'ai un peu plus de réserve. Alors vous dites il faut du temps, il faut aussi des moyens. Les moyens, est-ce qu'ils sont là pour finalement accompagner tous ces jeunes? En service civique ou en SNU? Pour l'instant en service civique, en SNU, service national universel, on a entendu Gabriel Attal, il dit que l'argent sera là. En service civique, ils sont là, mais le système est à un plafond. Pour la première fois en 2018, il y a eu plus de demandes formulées de la part des organisations et des jeunes à l'agence du service civique et donc à l'État que de capacité de financement. Et donc pour nous, c'est très important que ces moyens ne s'arrêtent pas là et qu'on ne soit pas à un plafond. Parce que si dans quelques années, tous les jeunes sont passés en SNU, veulent s'engager, il faut que derrière, l'État ait préparé ça. Et ça se prépare aussi dans le temps et pas dans 3 ans. Merci Juliette Gatignon, directrice nationale d'Unicité, d'avoir accepté notre invitation. Et on va rejoindre Tam Tranui qui est avec Gérard Longuet, sénateur Les Républicains de la Meuse en salle des conférences du Sénat. Gérard Longuet, tout d'abord une question sur le service national universel dont l'expérimentation vient d'être lancée. Est-ce que vous restez sceptique par rapport à ce service national universel? Oui, tout à fait. S'il s'agit d'un engagement associatif, collectif des jeunes, c'est le rôle des associations, c'est le rôle de l'initiative commune, locale. Je pense que ce n'est pas la priorité de l'État qui n'a ni les éducateurs ni les formateurs. Et si c'est une vocation militaire, je n'en vois pas la solidité, bien au contraire. Par ailleurs, certaines questions se posent. Est-ce que le projet a les moyens de ses ambitions et peut réellement remplir ses objectifs en matière de mixité sociale? Je vais vous dire, dans la situation du budget de l'État et des finances publiques, il serait raisonnable de ne pas disperser les moyens. Donc, vous jugez qu'il ne faudrait pas lancer... Ce n'est pas une priorité, et si on doit engager les jeunes, il faut les engager dans une vie, une association, un engagement, mais c'est aux associations et aux collectivités locales de le faire. Ce n'est donc pas le rôle de l'État, Gérard Longuet? Non, parce que l'État est centralisé, et chaque fois qu'il monte quelque chose, c'est toujours très très compliqué, et ça coûte très cher avant que ça bouge. Alors, toute autre chose, Gérard Longuet, Nicolas Hulot, Laurent Berger et de nombreuses associations lancent un appel aujourd'hui pour un pacte écologique et social. Un mot tout d'abord sur ce retour de Nicolas Hulot sur le devant de la scène. J'aurais préféré qu'il règle les problèmes quand il était ministre. Sur la question de l'énergie, il nous laisse dans une situation qui est complètement contradictoire. On veut taxer les Français, on voit bien que les Français surréagissent négativement à cette hypothèse. Et donc, avec la crise des Gilets jaunes. Avec la crise des Gilets jaunes, qui est l'enfant direct de la taxe carbone sur la mobilité. Et la mobilité, c'est une condition de vie des 2 tiers des 3
3/4 de nos compatriotes, y compris en région Île-de-France. Et si on les matraque, ils auront le sentiment vraiment qu'on les méprise et qu'on veut les empêcher à la fois de travailler, d'aller se cultiver, d'aller à l'hôpital ou tout simplement de faire des courses. Donc il aurait dû résoudre ces problèmes-là alors qu'il Il aurait dû se poser la question, la France est le pays, après la Norvège, le moins carboné d'Europe, ne pourrait-elle pas souffler un petit peu dans la taxation de ses habitants ? Eh bien, d'ailleurs, Nicolas Hulot reparle de la taxe carbone dans cette tribune et juge notamment qu'il faut faire le deuil de l'affectation de la taxe carbone au budget national, qu'elle doit aller intégralement à la dimension sociale. Est-ce que vous jugez que de telles perspectives peuvent permettre de mieux faire accepter la taxe carbone par les Français ? Mais ça, c'est exactement l'histoire du sapeur camembert. On fait un trou et on doit le reboucher avec les déblais du trou précédent. Il se trouve que comment redistribuer en justice l'argent qu'on prélève à nos compatriotes? C'est une question sans réponse. Parce que les gens qui prennent leur voiture ne la prennent pas par plaisir, mais par nécessité absolue. Alors certains peuvent choisir, c'est le cas en ville, c'est le cas à Paris. Je peux prendre le métro, je peux prendre l'autobus, je peux prendre un taxi, je peux même prendre ma voiture. Partout ailleurs, il n'y a pas de choix, il y a une obligation. Et à qui va-t-on redistribuer? À celui qui travaille, à celui qui ne travaille plus, à celui qui est chômeur, à celui qui gagne beaucoup, à celui qui gagne peu? C'est impossible. Et je pense que arrêtons les systèmes Shadok qui épuisent la société française. Eh bien, merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à mes questions. Et merci Tam. C'est une alliance inédite d'ONG et de syndicats en faveur d'un pacte écologique et solidaire. Une plateforme a été lancée aujourd'hui, notamment par Nicolas Hulot et le patron de la CFDT, Laurent Berger, avec 66 propositions dans de nombreux domaines. Le détail avec Samia Dechir et Alice Boissin. Syndicats, associations, 19 organisations pour un seul pacte, celui du pouvoir de vivre. Il propose rien de moins qu'un nouveau modèle de développement écologique et social. En tout, 66 propositions, jusqu'ici prônées séparément par tous ces acteurs. Ensemble, ils veulent profiter du grand débat national pour infléchir la politique du gouvernement. Ce grand débat national, il n'a de sens que si il fait l'objet de sorties concrètes. Et donc pour ça, il faut discuter, il faut dialoguer. Les corps intermédiaires, ils participent de cela. Et aujourd'hui, on a été trop mis de côté. On décide de reprendre la parole collectivement. On appelle d'autres et les citoyens, mais aussi d'autres organisations à nous rejoindre. Parmi les mesures phares de ce pacte du pouvoir de vivre, la création d'un service public de la rénovation énergétique des logements. Pour les transports aériens, la fin de l'exonération de la taxe carbone. Ou encore sortir les investissements écologiques du calcul du déficit public. L'idée, c'est de ne plus traiter séparément les questions de transition écologique et de justice sociale. Et pour vérifier que ces deux priorités figurent ensemble dans chaque politique publique, ils vont créer un observatoire qui passera au crible chaque nouvelle loi. Je prends un exemple, on va avoir la loi d'orientation des mobilités qui vont arriver. Et on va se réunir ensemble, on va travailler, on va vérifier si par exemple les enjeux écologiques sont bien pris en compte. Est-ce qu'on va bien vers l'interdiction dans la loi de fin de vente des véhicules diesel et essence? Mais est-ce que dans le même temps, cet horizon on va avoir un accompagnement social pour justement tous ces emplois qui vont devoir muter vers des voitures propres? Ce pacte du pouvoir de vivre a été remis aujourd'hui au gouvernement. Il sera également présenté dans les 4 conférences nationales du Grand Débat organisées la semaine prochaine à Paris. Et ce pacte écologique et solidaire, c'est l'objet du second débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Jean Bizet, vous êtes le président Les Républicains de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Bienvenue. Bonjour. Face à vous, Ronan Dantec, sénateur RDSE de la Loire-Atlantique. Merci d'avoir accepté. Et toujours écologiste. Et écologiste, mais rattaché au groupe RDSE du Sénat. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés, Lorelei Limousin, responsable des politiques transport et climat au sein du réseau Action Climat, qui est signataire de ce pacte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, Géraud Guibert, vous êtes le président de la Fabrique écologique. Bienvenue sur notre plateau. Alors, à problème global, réponse globale. Lorelei Limousin, votre association, Réseau Action Climat, est signataire de ce pacte. Il fallait une réponse globale.
Tout à fait. On a tiré les leçons notamment de la crise des Gilets jaunes en s'associant justement avec ces autres parties, organisations de la société civile, pour faire des propositions qui sortaient un peu du périmètre strict de l'écologie ou du climat et vraiment englobaient les considérations, les préoccupations de justice sociale, d'accès au logement, mais aussi de lutte contre le changement climatique. Et donc on a fait ce travail en commun avec des acteurs plutôt de lutte contre les inégalités, de lutte contre la pauvreté, avec les syndicats comme la CFDT qu'on voyait là dans le reportage. C'est pas forcément des sujets sur lesquels on avait une expertise, nous, en tant qu'ONG environnementale, mais en tout cas, on a fait ce travail de partage et de mise en commun en ayant confiance aussi envers les uns des autres, parce qu'on savait, voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la lutte pour la justice sociale et celle contre les dérèglements climatiques sont inséparables, l'une ne doit pas être traitée au détriment de l'autre, mais elles doivent bien être traitées de manière conjointe et réfléchie avec des mesures d'accompagnement et des mesures qui se font attendre aujourd'hui. Jérôme Guibert, c'est inédit cette mobilisation, les syndicats avec les ONG, ça ne s'arrête pas aux propositions sur la transition écologique, c'est inédit. C'est inédit, c'est important parce que c'est le symbole, le monde syndical et le monde écologique travaillent ensemble. Nicolas Hulot, Laurent Berger travaillent ensemble. Et travaillent ensemble sur des propositions concrètes et des solutions concrètes qu'ils avancent dans le débat. Ça ne règle pas tous les problèmes. On le sait bien, dans beaucoup de cas, aujourd'hui, les solutions écologiques peuvent être contraires à la justice sociale. Et donc, il est important de construire ces solutions qui concilient justice sociale et transition écologique. L'exemple de la taxe carbone en étant le plus révélateur. Je dirais heureusement que les Gilets jaunes ont alerté sur ce sujet qu'un certain nombre de mesures à portée écologique avaient aussi des conséquences négatives en termes de justice sociale. Et donc maintenant, le travail est devant nous tous, je dirais, et devant évidemment d'abord le gouvernement, c'est-à-dire la nécessité de trouver des solutions concrètes qui concilient le social et l'environnemental. Je vais prendre un seul exemple qui est quand même très frappant et très révélateur. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur un rythme totalement insuffisant de rénovation énergétique des logements, alors que c'est un enjeu social important, alors que c'est un enjeu écologique important. Et voyons dans le concret ce qui se passe et pourquoi ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Et c'est vrai que les propositions qui sont faites là sont intéressantes, mais rentrons dans le détail pour voir aujourd'hui pourquoi ça ne marche pas. Ronan Dantec, vous l'avez dit, vous êtes un écologiste de longue date. Ça vous ravit ce rassemblement de 19 associations, syndicats pour ce pacte? Moi, je trouve qu'on vit une époque assez intéressante. C'est-à-dire que la crise des Gilets jaunes aurait pu être finalement un mouvement conservateur, un petit peu de repli, disant l'environnement, ça suffit. Et on s'aperçoit que ça a mis en mouvement la société de manière assez différente à ce qui était attendu finalement après les toutes premières semaines de mouvement. On voit bien qu'à côté, on a cette pétition sur le climat, 2 millions de personnes. On a ces rapprochements nouveaux entre le monde syndical et le monde environnemental. Et on a du coup beaucoup de propositions sur la table qui finalement polarisent différemment le grand débat. La question de la redistribution et la question de la réponse aux défis finalement environnementaux ne sont plus vues par beaucoup de gens dans la société comme étant contradictoires. Ce qui coupe l'herbe sur le pied aussi de tous les discours conservateurs, pour ne pas dire un peu en réaction à ce qui s'était passé, qui disent finalement il faut d'abord préserver que le pouvoir d'achat, moins de normes, moins de taxes. Ce discours-là va, je crois, sortir assez marginalisé du débat, mais il faut quand même maintenant attendre. C'est quand même ça l'essentiel. Qu'est-ce que le gouvernement va en ressortir? Je rappelle qu'au Sénat, et de manière extrêmement unanime, nous avions, nous, dit affectons une partie de la contribution carbone-énergie au territoire. Nous l'avions voté à l'unanimité. Le gouvernement a fait la sourde oreille. Ça coûtait 1 milliard. Ça leur a coûté 50 milliards au final, en rendant finalement inacceptable cette montée de la contribution carbone-énergie. Donc c'est quand même les propositions concrètes qui vont sortir, qui feront la différence. Et là, on n'y est pas encore. Jean Bizet, cette mobilisation transpartisane, syndicats, ONG, à quel œil vous regardez finalement ce pacte qui est bien plus large que les questions environnementales? Oui, ça ressemble malgré tout étrangement à ce qu'avait fait Nicolas Hulot lors d'une précédente présidentielle où il avait interpellé tous les candidats en leur demandant de signer son fameux pacte. Et je m'aperçois que Nicolas Hulot est beaucoup plus à l'aise, si je puis dire, dans sa posture de président ou d'acteur d'une fondation que lorsqu'il est
en capacité, à mon avis, de réaliser des choses. C'est-à-dire que quand il est au ministère, il a le mérite, si je puis dire, ce garçon, j'ai appris un peu plus à le connaître quand il était ministre d'État. Le problème, c'est qu'en fin de compte, il se heurte à la réalité, au mur des réalités. Or, c'est vrai que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il y a de grosses problématiques. Ceci étant, quand je vois qu'on mélange également toute la problématique sociale, quand on regarde un tout petit peu, d'une part dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a 20 ans, 1% de la population française, la plus aisée, possédait pratiquement 7 à 8% de la richesse nationale. Aujourd'hui, c'est 20%, si vous voulez. Donc, il est bien évident qu'il y a une disparition en partie de la classe moyenne, et tout ceci est en grande partie générateur de la crise de turbulence sociale que nous avons connue depuis, je crois que c'est 16 semaines. Bon, ceci étant, si vous voulez, les réponses, on le voit bien, elles ne peuvent pas être que nationales. La France, 0,4%, je crois, 0,4% des émissions de CO2, elles doivent être mondiales. Déjà européenne, vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Mais déjà européenne, mais si vous voulez, sur un certain nombre de points, l'Europe est montée en puissance. Mais si vous voulez, bon, il y a derrière tout cela aussi les moyens financiers qui sont les nôtres. Et puis, un discours que je n'aurais pas tenu il y a encore quelques années, mais que je tiens de plus en plus, à savoir la mise en place au travers d'une directive non contraignante juridiquement, mais sur, je dirais, le socle européen des droits sociaux. Bon, ça va dans le bon sens, mais ça demande du temps. Loreley Limousin, dans ce pacte, il y a une volonté de Big Bang fiscal, un meilleur partage finalement de l'effort, que tout soit regardé à l'aune de la transition écologique. C'est la base d'une grande réforme fiscale, l'écologie ? En tout cas, ça en fait, oui, c'est l'un des axes essentiels d'une réforme fiscale qu'on souhaite. Et donc, nous sommes en train de renouveler nos propositions en termes de fiscalité carbone pour vraiment mettre l'accent sur, ça a déjà été souligné, la nécessité de redistribuer les recettes dans les investissements qui ont du sens et du sens pour la population. Donc, c'est-à-dire soutenir les territoires qui sont en première ligne aussi de la transition écologique, accompagner les personnes qui ne peuvent pas faire autrement, par exemple pour se chauffer, pour se déplacer, les personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Le chèque énergie, aujourd'hui, il est encore trop faible pour les aider. Et ça passe par des investissements aussi d'ampleur publique qui sont encore attendus. Et là, je pense au secteur des transports, qui est à l'ordre du jour du Sénat. À partir de demain, la loi d'orientation des mobilités sera examinée en commission. Cette loi, ce projet de loi avait été pensé pour programmer les investissements de transport sur plusieurs années. Il faut nécessairement le faire avec cette vision de sortir des énergies fossiles, dont notre dépendance est finalement néfaste pour le climat, mais aussi pour le pouvoir d'achat, pour notre santé aussi à cause des conséquences sur la pollution de l'air. Donc, c'est des investissements qui sont attendus là dans les transports plus durables, les transports en commun, le vélo, le train, etc. Alors, vous dites sortir de l'énergie fossile. Sur cette question, justement, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, il avait répondu au Sénat, c'était en janvier. Est-ce que le grand débat, finalement, allait faire bouger la trajectoire du gouvernement ? Et je vous laisse écouter sa réponse. Le grand débat, vous le savez, il n'a pas vocation à tout remettre en cause. Nous avons pris un certain nombre d'engagements, fait un certain nombre de choix politiques depuis les élections de 2017. Je pense que nous sommes d'accord ici pour considérer que la légitimité des élections, c'est la légitimité politique par excellence. La programmation pluriannuelle de l'énergie, la politique climat, c'est une politique qui fait partie de nos grands engagements que nous ne remettrons pas en cause. Nous rechercherons simplement s'il y a des solutions nouvelles qui peuvent émerger pour les mettre en œuvre. Il n'y a pas que la taxe carbone, vous le savez, et ça a été suffisamment dit, par rapport à la lutte contre les émissions de CO2, et même si, de fait, la France est aujourd'hui le 3e pays de l'Union européenne avec la taxe carbone la plus élevée. Alors Ronan Dantec, on a entendu le ministre, le grand débat, ça ne va pas changer la trajectoire sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc finalement, il n'y aura pas vraiment de Big Bang. Alors, il y a quand même beaucoup de propositions très concrètes et nous en ferons nous aussi au Sénat lundi prochain, puisque le groupe Urgence climatique et le groupe transpartisan au Sénat, auquel participent des sénateurs de tous les groupes politiques, mettra aussi une dizaine de propositions plus opérationnelles que ce qui a été proposé par Hulot et Berger au débat. Et 19 associations. Et 19 associations, tout à fait. Il y a des choses très simples qui auraient un impact très fort.
Par exemple, quand on parle du service public, de l'efficacité énergétique, d'abord, aujourd'hui, normalement, il est régionalisé. On attend simplement le financement de la compétence régionale. Et ça, c'est une proposition qui est portée par les associations de collectivités territoriales. Sur la réhabilitation, les classes moyennes, et je suis d'accord avec Jean Bizet pour dire qu'il y a une fragilisation des petites classes moyennes qui est un des grands problèmes de la société française. On leur dit réhabiliter, on va vous accompagner, crédit d'impôt et autres. Simplement, les banques ne permettent pas d'emprunter puisque ce sont des ménages qui sont déjà au taquet de leur endettement. Donc il faut des systèmes de tiers financement, il faut des systèmes nouveaux. Rien qu'une mesure de ce type, qui n'est pas révolutionnaire en soi, ça débloque la réhabilitation, qui est un des grands échecs des politiques publiques énergétiques françaises. Donc il faut des propositions extrêmement concrètes qui ne sont pas obligatoirement en contradiction avec le contrat passé par le président au moment de l'élection présidentielle, mais il faut maintenant aller assez vite sur ces propositions, mettre les collectivités au cœur. Ça, c'est quand même, je pense, une faiblesse là aussi de la plateforme qui ne met pas la question des élus locaux et donc de la vie quotidienne au centre. Ça, il faut qu'on en rediscute. Ce qui veut dire qu'on est dans ce moment, sans être trop long, dans Pour ce vous, moment... c'est un prémisse, il faudra aller plus loin. Il y a des propositions très intéressantes que je partage, évidemment, vous connaissez ma sensibilité, mais je crois qu'on est dans un moment, y compris avec le haut comité mis en place par le gouvernement, avec ce qui se passe au niveau international, avec le lab. Tout ça, ça veut dire juste qu'il faut maintenant faire converger les propositions, aller au bout et sortir des propositions sur lesquelles l'État doit dire banco et dire aussi que ça va coûter de l'argent et qu'on ne peut pas continuer à faire en sorte que ces questions soient dans le discours et pas dans les priorités financières. Jérôme Guibert, justement, dans cette mobilisation générale, Emmanuel Macron, il a lancé hier Planète Lab, qui est finalement une autre manière de repenser les réponses, notamment en matière de transition écologique. Planète Lab, c'est pourquoi pas réunir des experts internationaux pour réfléchir et avoir des idées, c'est utile. Je pense qu'il serait très utile de réfléchir et d'avoir des idées en réunissant tous ceux qui, dans les territoires, au plan national, veulent innover, investir dans la transition écologique. Je pense que la transition écologique ne souffre pas de grands objectifs. Elle en a. Et moi, j'en ai un peu assez, d'ailleurs, qu'on s'étripe sur les grands objectifs. Elle ne souffre pas non plus d'absence de réflexion générale sur la taxe carbone ou sur les financements. Elle souffre de volonté ? Non, elle souffre de concret. Quand je vois qu'il y a un horizon de suppression des voitures thermiques et que se développent depuis 1 an ou 2 massivement les SUV, je me dis, je ne sais pas où on est, dans quel pays. Est-ce qu'on est dans un pays qui prend au sérieux les objectifs que nous nous donnons ? Quand je vois que la rénovation thermique des logements n'avance pas, je l'ai dit, alors que des chiffres extrêmement ambitieux sont fixés, des volumes budgétaires très ambitieux sont fixés et ne sont pas forcément dépensés, mais inaccessibles, je me dis, dans quel pays est-on ? Voilà, et on pourrait décliner ça très longtemps. Et quand je vois, en effet, qu'un certain nombre de territoires font des choses intéressantes, mais qu'ils n'ont pas un dispositif de moyens et de décentralisation énergétique suffisant leur permettant de prendre les choses en main et d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'il faudrait faire, là aussi, je me dis, on rate une chance. Et donc, c'est cet écart entre les grands objectifs, des résultats qui sont quand même décevants jusqu'à présent, et puis des choses concrètes sur lesquelles il faut aboutir, qui, j'espère, sortira du grand débat, et j'espère que le grand débat servira à faire du concret avant tout. Jean Bizet, vous avez entendu Jérôme Guibert, il dit finalement on a déjà les objectifs, c'est juste un manque de volonté, enfin un manque de concret, notamment par exemple interdire les SUV si on considère qu'ils sont trop polluants. Écoutez, le problème c'est aussi un manque de financement, si vous voulez, parce que vous savez dans quel état nous nous trouvons sur un plan financier, précisément au niveau national. Et puis, M. Macron nous a habitués, dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres, à faire des discours absolument, je dirais, emballants, époustouflants. Je vous renvoie au discours, je dirais, de la Sorbonne, de Strasbourg, de l'Aix-Saint-Chapelle. Simplement, il y a les discours et puis il y a les actes. Et puis il y a la crédibilité de la France. Au début, au résultat, la crédibilité de la France n'est pas au rendez-vous. Et puis moi, je pense qu'il est prisonnier également d'un certain nombre de sectarismes. Bon, on ne va pas refaire ici le débat sur la filière nucléaire. Je suis d'un département qui est précisément très intéressé par... C'est pas gentil de dire que le fait qu'il soutienne le nucléaire, ça soit un sectarisme. Il le soutient pas autant que ça, si vous voulez. Il le soutient pas autant que ça. C'est pas sympa. Tu le sais très bien. Bon, et puis, moi, je trouve qu'on manque malgré tout de sérieux dans certaines programmations.
regardez où on en est. Ça ne date pas du quinquennat Macron, mais regardez où on en est sur les allers-retours en matière de photovoltaïque, sur les allers-retours en matière d'éolien, sur les allers-retours en matière de méthanisation. Donc tout cela, ça manque un peu de cohérence, si vous voulez. Moi, voilà, c'est tout. Ronan Dantec, le décalage entre les engagements, on avait eu la COP21, des engagements de réduction, et les résultats, ils sont béants aujourd'hui ? À partir du moment où les émissions de CO2 françaises augmentent, et effectivement, ils sont béants. Alors, la France, c'est 1% des émissions, on peut dire que c'est pas grand-chose. Mais si le pays qui porte l'accord de Paris ne tient pas ses propres objectifs et voit ses émissions augmenter, comment allez-vous expliquer aux grands émergents qui, eux, massivement voient leurs émissions augmenter, qu'il faut faire un effort? Ça ne tient pas. Donc, la France doit obligatoirement... C'est la crédibilité de la France. Donc là, il y a un enjeu majeur. Il y a effectivement une société totalement schizophrène qui se mobilise sur le climat et achète des SUV. Donc ça ne marche pas. Donc là, il faut de la taxation, il faut de la norme. Il ne faut pas être défaitiste. Moi quand j'ai bien entendu notre collègue Longuet d'un défaitisme incroyable sur ces enjeux-là, la contribution carbone-énergie en Suède, ça a été un moment de contrat social, notamment sur les retraites. Ça a financé notamment les retraites, qui a dopé la société suédoise. L'échec, effectivement, un peu du lot, ça a été de se lancer dans l'augmentation de cette contribution carbone-énergie sans aller sur le contrat social. La question qui est posée après la crise des Gilets jaunes, c'est le contrat social sur les petites classes moyennes, sur les gens en précarité, sur les fractures territoriales et sur le fait de tenir nos objectifs environnementaux. C'est un moment, je le disais, assez passionnant, mais là, le gouvernement n'a pas le choix. Si les mesures ne sont pas dans les résultats, et les mesures qui soient effectivement des mesures efficaces avec des résultats concrets, alors là, les choses s'effondreront assez vite après. Jean Bisset. Oui, moi j'ai parlé tout à l'heure de cohérence. Il y a longtemps que je tiens ce type de discours. En matière environnementale, une des solutions, c'est le saut technologique. C'est la recherche, c'est l'innovation. Et quand on voit un petit peu comment fonctionnent les États-Unis, qui sur le plan, je dirais, environnemental, n'ont pas une démarche vertueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais regardez dans certains États, notamment en Californie, ils ne sont pas dans la posture de M. Trump. Ils investissent, ils font de la recherche, ils font de l'innovation. Et j'ai toujours parié que le jour où ils ont maîtrisé un certain nombre de technologies, notamment, on le voit sur les batteries, ils vont breveter, et ensuite ils vont être plus exigeants vis-à-vis de l'Europe que nous ne le sommes aujourd'hui. Et nous aurons, là encore une fois, perdu. Et justement, dans le pacte, il y a la volonté de sortir de la règle des 3%, tout investissement dans la transition écologique. Ça serait une bonne idée ? Ce serait une excellente idée. Mais bien sûr, ce serait une excellente idée. Mais attention, nous sommes 27 autour de la table. J'allais dire 28, ma langue aurait fourché. Nous sommes 27. Or, l'Europe, c'est le temps long. C'est le temps des accords, des alliances et des compromis. Lorelai Limousin, sur cette question, finalement, faut mettre le paquet sur la transition énergétique, quitte à un peu exploser les budgets. Bien sûr, déjà, il y a des ressources financières qui existent et qui sont aujourd'hui utilisées à mauvais escient. Il y a encore des projets autoroutiers en France qui engendreraient une hausse de trafic routier, une hausse de la pollution de l'air. Il y a des niches fiscales, c'était souligné, relevé dans la liste des mesures qui sont proposées ici. C'est notamment de mettre fin aux exonérations fiscales dont bénéficie par exemple le transport aérien ou le transport maritime ou le transport routier. Ça, c'est des mesures qui peuvent déjà permettre de dégager des centaines de millions d'euros. Et ça fait des années qu'on le répète. Là, notre message, c'est de dire on connaît les arguments sur le plan social, sur le plan de l'emploi, on les a bien en tête et on pense que ce n'est pas un blocage pour ouvrir une concertation pour enfin avancer sur des mesures. Donc dans la loi mobilité, notamment, on propose de mettre en place une contribution, une taxe climat sur les billets d'avion, sur tous les décollages, parce qu'on sait que c'est le moyen de transport qui est le plus favorisé fiscalement, alors qu'il est le plus utilisé par les classes aisées. Donc là, il y a un problème. C'est un exemple, mais du fait qu'il y a en fait des mesures qui peuvent être prises tout de suite, qui n'ont pas été encore choisies, portées par le gouvernement. Vous parliez de la fin de vente des voitures essence diesel. C'est un engagement du candidat Emmanuel Macron au présidentiel. C'est un engagement du plan climat qui était dans la première version du projet de loi mobilité et qui n'y est plus. Or, c'est à l'horizon 2030 qu'il faudrait interdire ces ventes de voitures neuves diesel. C'est pas demain, ça laisse au moins le temps d'un cycle de production industrielle, mais ça nécessite en effet de s'organiser dès aujourd'hui et donc de l'inscrire dans une loi pour qu'enfin la société, les acteurs se mettent en mouvement aussi pour y arriver. Jérôme Guibert. Oui, pour revenir sur le débat, je crois qu'il faut bien avoir conscience que nous avons intérêt,
la France à prendre de l'avance sur ce sujet. C'est bien sûr pour le climat, mais c'est aussi pour notre économie, pour notre performance économique future. Car on sait bien que ce sujet du climat, dans les 10-20 prochaines années, va être un sujet absolument majeur. Et donc ceux qui, sur le plan industriel, sur le plan de la recherche, sur le plan même de l'organisation de la société, auront réussi à prendre un peu d'avance sur ce sujet, eh bien, réussiront dans la compétition mondiale. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, je pense que la dimension européenne est très importante. Et moi, je voudrais rebondir en disant qu'on a fait, par exemple, la proposition à la Fabrique écologique. Vous savez qu'il y a une procédure pour dépassement de budget excessif au plan européen quand on dépasse les 3%. Nous avons fait la proposition d'avoir une procédure pour dépassement de la trajectoire carbone excessive. Et je pense que ce serait extrêmement utile. Ça va être la double peine, mon cher collègue. Non, ça va être simplement... Non, ça va être simplement qu'un État qui s'est engagé sur une trajectoire carbone dans le cadre européen et qui ne respecte pas son engagement, eh bien, pourra être convoqué et lui dire « Monsieur, cher monsieur, monsieur l'État, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour respecter votre trajectoire carbone. » Nous pensons que c'est ça aussi la solidarité européenne. Ce n'est pas simplement une solidarité budgétaire, c'est aussi une solidarité climatique. Jean Bizet, sur ces solutions européennes, Emmanuel Macron, dans sa tribune qu'il a envoyée, il évoque une banque du climat pour financer la transition écologique. Au niveau européen, c'est quoi? C'est une vague idée ou ça peut être concrètement mis en place? Oui, mais encore une fois, avec tout le respect que je dois au président de la République, notre président de la République, il a l'art des belles formules, des bons mots. Mais cette banque, elle existe déjà. La Banque européenne d'investissement présidée par... fossiles. Pardon? Malheureusement, elle finance encore beaucoup de projets que le climat, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle finance un certain nombre de projets. Demandez à M. Ambroise Fayol. Moi, je lui ai fait financer un certain nombre de projets en Normandie. Elle existe déjà. Roland Dantec, et on parle de l'Europe, mais il y a tous les échelons. Les collectivités dans ce pacte signé par 19 associations, il y a l'accent aussi sur les collectivités, les solutions au niveau local pour faire bouger les choses. Assez peu quand même, justement on en parlait. Vous défendez les collectivités au sein des COP. Non, mais il est clair que la vie quotidienne, c'est ce qui fait les émissions de CO2. Ce qui joue sur la vie quotidienne, ce sont les décisions des élus locaux et régionaux. Donc c'est le cœur de l'action et je trouve que c'est souvent absent. Et c'était absent du plan climat du Hulot, on lui avait dit à l'époque. Mais moi je crois que, puisqu'on arrive aussi à la fin de cette émission, quel est le moment que nous vivons? Les partis politiques traditionnels, notamment les deux grands partis de gouvernement, PS et Républicains, ont été balayés par le fait qu'entre le discours et les actes, il n'y avait pas les résultats. Il n'y avait pas les résultats sur la sécurité sociale au sens large, notamment tous ceux qui sont aujourd'hui fragiles et en précarité, alors que l'élection présidentielle se fait toujours sur cette proposition de protection. Et il n'y avait pas les résultats sur l'environnement, où là, on a eu des discours de Sarkozy, de Hollande et d'autres qui étaient incroyablement forts. Et puis derrière, ou Jacques Chirac, et derrière, il n'y avait pas les mesures parce que ça coûte cher et qu'on se heurte très concrètement à des intérêts immédiats. Donc ce pacte, il dit quoi? Il oblige Emmanuel Macron à enfin répondre. Emmanuel Macron est dans le même moment. La crise des Gilets jaunes est venue justement déjà d'une perception d'une grande distance entre le discours et la réalité de terrain. Donc, ce qui va se jouer là, sur l'environnement, où il a multiplié, comme dirait Jean Bizet, les grandes phrases et les mesures, maintenant, c'est sa crédibilité qui va se jouer. Je crois que là, il a des propositions. On va les entendre. On a entendu le message. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Avant de se quitter, dernier détour par l'hémicycle. On va retrouver Alexandre Poussard sur le premier thème de débat, l'habitat indigne. Il y a eu une décision dans l'hémicycle. Expliquez-nous, Alexandre. Oui, Jérôme, le Sénat a adopté à l'unanimité le renvoi en commission de cette proposition de loi contre le logement insalubre. En réalité, la commission des affaires économiques n'a pas eu assez de temps pour travailler. Les sénateurs se sont déplacés seulement la semaine dernière à Marseille et en Seine-Saint-Denis pour visiter des logements insalubres. Et ils aimeraient voir d'autres exemples, notamment en Outre-mer où le logement insalubre est un vrai sujet. Et puis également dans le monde rural où certains propriétaires démunis vivent eux-mêmes dans leur logement insalubre. Les sénateurs veulent également muscler le volet préventif de ce texte pour lutter en amont contre ce fléau de l'habitat indigne. Cette proposition de loi va donc être examinée au mois de juin prochain en séance publique au Sénat. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Poussard pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi et son émission On va plus loin. Excellente suite des programmes et à demain.